Aristote dans le texte. Oh, vous avez un petit peu titillé là, parce que vous avez commencé par nous dire qu'il faut absolument être. Mais j'aimerais savoir si vraiment cette histoire des 4 pattes de mouche, c'est une invention de Saramago ou si vraiment ça a été écrit par Aristote. Oh, moi je pense que c'est. Non, je veux dire, moi je pense personnellement que c'est un gars. Aristote connaissait très bien les sciences naturelles. Hein, il a écrit des. Même Darwin lui rend hommage dans l'origine des espèces. Il connaissait très bien, par exemple, déjà le rôle des abeilles dans la pollinisation. Aristote, il fait allusion, c'est Darwin qui l'a prouvé, sans ça m'étonnerait quand même qu'il ait fait une bourse pareille, alors que n'importe quel enfant peut voir une mouche. Oui, mais on sait que les plus grands champions ont droit aux plus grandes défaillances. Aristote ne manquait pas d'animaux à 6 pattes, et voire à 8, qui au moins lui auraient mis la puce à l'oreille pour savoir que 4 c'est pas le fait général. Enfin, ce qui est amusant de constater, c'est que Voire les 80 personnages comme Aristote ou Platon étaient des esprits universels. Ce n'étaient pas uniquement des scientifiques, c'était des philosophes, des historiens. On dit, moi j'ai fait de la science politique, Aristote est le père de la science politique, il a fait les classements entre l'univers gouvernement, les façons de gouverner. Ce n'est qu'après qu'on s'est spécialisé. La citation d'Einstein sur le pouvoir de l'intelligence pure, je la connaissais pas celle-là. Elle m'étonne un peu, parce que je pense quand même qu'Einstein avait dû lire quelques pages au moins, ou entendre parler, ou voir se faire un résumé dans Place d'Ariel, j'en sais rien, de la critique de la raison pure, enfin des idées de Kant sur l'intelligence pure. Et Kant disait déjà, d'une manière très convaincante, que l'intelligence pure, elle n'aboutit à rien. Pour le cas où vous connaîtriez, enfin, connaissez-vous l'histoire de la colombe de Kant? Non. Non? Ah bon, ça vaut le coup de... Je vais vous la faire en version moderne, parce que c'est un peu rapide. Il y a la colombe qui file à 70 km/h. Jusque-là, normal. Et puis, elle se dit, bon sang, j'ai entendu dire que les records sportifs chez les humains, en altitude, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas la... Ils ne sont pas freinés par la pression atmosphérique. Le record de 100 mètres en altitude, la pesanteur est plus faible. Donc si j'allais, si je montais, je serais moins freiné par l'air. Et donc la colombe monte jusqu'à la stratosphère. Et là, manque de peau, elle se casse les figures parce qu'elle a beau battre des ailes, rien. C'est la métaphore explicative de Kant pour dire l'intelligence pure, ça ne marche pas, il faut l'expérience, il faut la vérification. Déjà, il présuppose. Bon, il y a l'autre chose également, c'est beaucoup de physiciens théoriciens de la première moitié du XXe siècle ont lu Kant. Il n'y avait pas que Spinoza. Pour la petite histoire, Schrödinger, lui, c'était plutôt Schopenhauer. Mais bon. Quand il vient après Spinoza. Bien sûr. Alors c'est vrai que Spinoza, il y a la connaissance dite du troisième genre, qui est la connaissance supérieure, c'est la connaissance par la raison. Mais enfin, il ne dit pas que la raison toute seule suffit. Chez Platon, il y a un fondement dans son idée que la raison toute seule suffit. C'est qu'il pense que la seule réalité qui compte, la seule réalité vraie, c'est celle des idées. Et nous avons tous une réminiscence des idées. Et dans, je ne sais plus, je crois que c'est de Ménon, enfin, il y a un dialogue de Platon où il démontre qu'un esclave a la connaissance de certaines notions mathématiques, notamment les calculaires à celle de 2. Une forme de réincarnation, il croyait en la métaphysique. Et il pense que c'est la preuve qu'effectivement, on les sait, on les connaît, ces idées mathématiques, ces idées éternelles, de toute éternité. C'est-à-dire que Platon pensait en fait que il y a des idées qui existent en soi et que la réalité n'est que l'incarnation de ces idées. Exactement. Alors que la méthode scientifique parle de l'idée. Il y a une réalité qui, a priori, nous est inconnaissable. Ça, c'est Kant. Les phénomènes, c'est ce qu'on voit, les noumènes, c'est ce qui est en dessous. On ne connaît pas les noumènes, on connaît les phénomènes. Ce que sont les êtres, les choses en soi, on ne le sait pas. Ça, c'est les noumènes. La seule chose qu'on peut en savoir, c'est la façon dont ils se manifestent à nous. Par exemple, moi, je te vois, je ne sais pas ce que tu penses au fond de toi. Tout ce que je sais, c'est ce que tu dis, c'est la façon dont tu t'exprimes. La pensée intime, il n'y a que toi qui la connais. Alors,
les noumens, c'est l'intimité de la nature, les phénomènes, c'est ce qu'on en voit. Bon, ça c'est de Kant. Et je crois qu'en fait, si tu veux, dans la phénoménologie, enfin bon, la phénoménologie c'est beaucoup plus tard, dans la méthode objective des sciences qui a été instaurée par les Anglais en fait, hein, Descartes a introduit le raisonnement déductif et les Anglais, c'est quoi, c'est Hume je crois, qui a introduit l'idée qu'en fait il fallait procéder par induction. En France on procède plutôt par déduction, c'est la méthode cartésienne, et les Anglais ont plutôt tendance à procéder par induction. Et ça se traduit même au niveau politique, ils sont pragmatiques. Hein. Ah oui, Donc voilà, donc c'est à tous les niveaux que ça se produit. Donc en fait, Platon partait de l'idée que les idées existent en soi et qu'il y a un démiurge qui se situe au 7e siècle qui utilise ces idées pour mettre en forme la matière. Et nous ne faisons en fait non pas comprendre ce qui est, mais en fait on arrive à comprendre ce qui est que si on a un contact avec ces idées qui ont formé la matière qu'on voit. Hein, c'est un peu l'idéalisme de Platon qui s'oppose au réalisme d'autres auteurs. Aristote, qui était un disciple de Platon, était plus réaliste que Platon. Aristote s'intéressait au sens naturel, aux relations entre les minéraux et les végétaux et les animaux, etc. Donc c'était beaucoup plus réaliste. Aristote a voulu, et ce qu'il a fait d'ailleurs, faire une somme des connaissances de son temps. Et c'était tellement bien fait, sa somme des connaissances de son temps, que ça a marché pendant jusque combien de temps? 2000 ans? Bon. C'était la scolastique. En fait, c'est l'aristotélico-thomisme. Saint Thomas d'Aquin a essayé, et il a en partie réussi l'exploit, disons, de rendre compatible ce qu'il croyait voir dans la Bible et toute la somme d'Aristote. Hein. Et ça, c'était le réalisme de saint Thomas d'Aquin. Alors que saint Augustin, il était plutôt proche de Platon. Saint Augustin était beaucoup plus proche de Platon, donc il y avait des relents un peu gnostiques chez saint Augustin, alors que saint Thomas d'Aquin était beaucoup plus réaliste. C'est le réalisme qui a prévalu dans l'Église catholique, en fait, hein, qui a empêché les dérives gnostiques, comment dirais-je, virtualistes, etc. Bon, actuellement, on est en plein dans la dérive vers le virtuel, hein, avec les cartes bancaires qu'on n'utilise plus, avec la monnaie désincarnée, avec les assemblées générales par Internet, tout ça, on est en plein dans la dérive vers le virtuel. Et ça, c'est très platonicien. Mais en fait, Einstein, il n'avait pas, je dirais, il n'avait pas l'excuse de Platon, puisqu'il n'avait pas le fondement. Je ne pense pas qu'il croyait qu'il y avait. Non, pour lui, c'était méthodologique. C'était pas une croyance. Et puis, la stabilité de l'univers, ben, c'est simplement une idée reçue depuis pendant des millénaires qu'il n'a pas remis en cause, point final. Ah, pour la petite histoire, je cite un vulgarisateur qui s'appelle Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit. Ah oui, bien sûr, il est connu. Il aurait dit à Einstein, si j'avais su que l'univers était instationnaire, j'aurais trouvé avant Friedman. Ben oui, il avait trouvé en fait, virtuellement. Il fallait s'arrêter là. Non, il faut que je rajoute. Parce que l'idée que l'univers, pourtant, il aurait pu se le dire d'une manière différente, je veux dire, avec presque un bon sens populaire. Que fait le soleil? Il émet de l'énergie. D'une certaine manière, il brûle. Brûle-t-il depuis l'éternité? Brûle-t-il pour l'éternité? Il faut se poser la question aussi. Il y a eu des essais de calculer la vie de l'âge du soleil. Qui a fait les calculs? Kelvin et d'autres. C'est Jean Perrin. Ah oui, au début. Non, mais même avant, au XIXe siècle. C'était des calculs. En supposant que c'était une boule de carbone. Exactement. Mais là, vous voyez que c'est pas possible. Et ça donnait 5000 ans, quelque chose comme ça. Et c'est Jean Perrin qui a montré que c'est par fusion thermonucléaire que le soleil. Non, c'est pas Jean Perrin. C'est Jean Perrin. Ah, mais vous faites du sujet bête. On avait tout simplement la théorie de la place. Non, mais Bête, il a Appuyé découvert le par contre phénomène. sur l'origine du système solaire. Bête a découvert le phénomène. Donc, je crois que c'est Jean Perrin qui l'a Je suis appuyé. désolé, je me sens un instant. Il me semble que Jean Perrin qui l'a appuyé.
et appliquer la théorie de Bête au Soleil. Bête a trouvé la... Non, Jean Perrin, non. Bon, ensemble. Moi, il faut que je vous lâche. Parce que demain, je me réveille tôt. Vous dînez pas avec nous? Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que je trouve que l'idée est pas mal. En fait, c'est le paradoxe, hein, c'est-à-dire l'intuition, la question de l'intuition qui me paraît fondamentale. Moi, je veux dire que sans intuition, je pense qu'il ne peut pas y avoir de véritable découverte. Oui. Et moi, je pense que l'intuition, c'est du hasard quantique. Voilà, donc c'est vrai que le fait de dire que l'imagination est première et finalement renier, c'est ce que vous dites, hein, vous dites qu'Einstein dit que l'intuition c'est important, l'imagination c'est important, pourtant il renie le hasard qui est à l'origine de son intuition, c'est ça que vous dites. Est-ce que c'est vraiment un reniement ou est-ce qu'on l'a pas compris? Parce que moi je l'avais pas compris comme ça en fait, en réalité. Non mais le hasard et la liberté sont deux choses différentes. Alors je veux bien t'entendre, vas-y. Alors vas-y, explique-moi. Ah non, non, il faut admettre comme un postulat qu'il y a une sorte de liberté dans chaque être humain. Sinon, le monde est... Bon, en tout cas, merci à notre orateur. On va Oui, merci beaucoup. C'est clair. Vraiment très heureux de Même vous pour voir. la J'espère que vous aurez envie de récolte. revenir sur le sujet qui vous intéresse. On espère que vous aurez envie de revenir pour nous parler d'autre chose. Ah, des Si neutrinos. vous voulez, je vous fais le Pascal et l'intelligence artificielle. Bah, pourquoi Mais pas. ça, je ne l'ai pas préparé Mais encore. pourquoi pas. Et les neutrinos, parce que nous, on aime Ah, les bien ça. neutrinos, ça, je vous le fais demain. C'est vrai. Bah, écoutez, Même en anglais. est-ce que vous seriez d'accord pour venir? Est-ce que vous seriez d'accord pour venir le mois prochain? Tu en es d'accord? Voilà. Le mois prochain, le 4e jeudi du mois, c'est-à-dire que c'est toujours le 4e. C'est en plein dans les vacances. Ah, c'est vrai, c'est vacances. Non, mais de toute façon, là, bon, c'est un petit peu personnel. Mais j'ai une séance mais ça, sur le neutrino, tout de suite. Hein. Mais moi, j'ai vérifié. On ne peut pas tout connaître. Je suis tout à fait sur la question. Il a une petite ici. Et là, vous ne pourrez pas me rembrouiller. Moi, écoutez, réfléchissez, ça ferait très plaisir que vous veniez parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Les neutrinos, nous, on n'y connaît rien. Moi, personnellement, je n'y connais absolument rien. Mais je veux dire que je ne suis pas une référence.